Dans cette vidéo, nous allons voir une application des fonctions continues qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème. Soit f une fonction continue sur un intervalle, i et a et b deux nombres réels de cet intervalle. Alors, si je prends n'importe quel nombre réel k compris entre les images de a et b, c'est-à-dire f de a et f de b, il existe au moins un nombre réel c de l'intervalle de départ ab qui est solution de l'équation f de x égale k. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel réel k compris entre les images f de a et f de b, et bien ce réel k admet au moins un antécédent par la fonction f. Graphiquement, cela donne ceci. J'ai une fonction continue, donc la courbe représentative peut se tracer sans avoir à lever le stylo. Je prends deux réels a et b de son intervalle de définition, et j'ai leurs images f de a et f de b. Eh bien, n'importe quel réel k compris entre f de a et f de b a au moins un antécédent par la fonction f. Et on voit bien que ceci est une conséquence du fait que la fonction soit continue, puisque si elle n'était pas continue, on pourrait avoir un trou dans la courbe, dans la représentation graphique, et par conséquent, on pourrait avoir le réel k qui arrive juste pile dans le trou. Conséquence ou cas particulier si la fonction est continue et que les réels a et, enfin les images f de a et f de b sont de signes contraires, ce qui peut se traduire par le fait que le produit f de a fois f de b est négatif. Alors il existe au moins un réel x0 de l'intervalle ab tel que f de x0 est égal à 0. Donc ça c'est le cas particulier du théorème de valeurs intermédiaires pour trouver une solution à l'équation f de x égale 0. J'en profite pour vous donner ce test f de a fois f de b négatif qui peut être un test qu'on applique dans un algorithme pour montrer que f de a et f de b sont de signes contraires. Voyons à présent le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et alors un corollaire en mathématiques, c'est un théorème qui découle d'un premier théorème. Celui-là, en fait, c'est le corollaire, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, mais dans le cas d'une fonction strictement monotone. Donc si j'ai une fonction f continue sur AB, on l'a vu tout à l'heure, strictement monotone, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à k. Donc vous voyez la différence entre le corollaire, ce corollaire et le théorème initial, c'est que la fonction est strictement monotone et du coup on a unicité de la limite. Donc c'est un théorème très intéressant puisqu'il nous permet de savoir qu'il y a une solution à une certaine équation et que cette solution est unique. Ce théorème, je rappelle, ne nous donne pas la solution, mais nous dit qu'elle existe. Ce qui va nous permettre de la chercher. Dans la situation où la fonction n'est pas définie en a et b, donc si par exemple a et b désignent le moins l'infini ou plus l'infini, ou encore si la fonction n'est pas définie en a ou en b, si c'est un nombre fini mais la fonction n'est pas définie. Dans ces cas-là, on peut appliquer le théorème de la même façon, c'est-à-dire que si f admet des limites en a et b, peu importe si ces limites sont finies ou infinies, alors pour tout réel compris entre la limite quand x tend vers a de f de x et la limite quand x tend vers b de f de x, il existe un unique réel alpha appartenant à AB tel que f de x égale k. Voyons l'exemple sur une fonction décroissante. Donc là, j'ai la courbe d'une fonction décroissante, continue, et j'ai deux réels a et b avec les images f de a et f de b. Donc comme la fonction est décroissante, si je prends n'importe quel réel k compris entre f de b et f de a, alors comme la fonction est continue et strictement décroissante, il existe un unique alpha compris entre a et b, tel que f de alpha est égal à k. Dans le cas où la fonction est croissante, et là j'ai même le cas avec les limites infinies, donc si j'ai un nombre k qui est compris entre f de a, là j'ai pris, et limite de f de x quand x tend vers b, alors il existe un antécédent alpha tel que, appartenant à l'intervalle AB, tel que f de alpha est égal à k.
Voyons sur un exemple. Soit une fonction f définie sur R par f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 8. Il faut, première question, dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction. Ensuite, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. Et à l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de alpha à 10- près. Ensuite, déterminer à l'aide des questions précédentes le signe de f de x sur R. Première partie, étudions les variations de la fonction f sur R. Donc pour étudier les variations d'une fonction, je rappelle qu'il faut la dériver. Or, une fonction f est une fonction polynôme, donc elle est continue, ça ce sera pour plus tard, et dérivable, ce qui me permet de la dériver. Et comme f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 8, f' égale, je garde le 2, je dérive x au cube, ça fait 3x au carré, donc 2 fois 3, 6x au carré, moins 3 fois 2x, 6x, dérivée de 8, ça fait 0. Donc ça donne 6x au carré moins 6x. Comme je veux étudier le signe de f', je vais la factoriser. Sinon, il suffit de chercher le discriminant et les deux solutions. Mais là, je vois qu'il y a une factorisation assez claire puisqu'il y a un facteur commun qui est x. Donc j'ai factorisé. Ainsi, j'en déduis que les deux solutions de l'équation f' de x égale 0 sont ici x égale 0, ici x égale 1. Sinon, je rappelle, vous utilisez le discriminant pour avoir les deux racines du polynôme f' de x. Ensuite, je vais étudier le signe. Donc, je sais que le f' de x est du signe de a à l'extérieur des racines. A, c'est 6, donc je vais avoir plus, moins, plus. J'ai donc mes deux racines 0 et 1, et plus, moins, puis plus. J'en déduis les variations de la fonction f. Elle va être croissante, décroissante, puis croissante. Mais avant, il faut que je calcule les limites. Or, j'ai ici, en moins l'infini, par exemple, je vais avoir moins l'infini plus l'infini, donc j'ai une forme indéterminée. Par conséquent, je vais factoriser f par le terme de plus haut degré, le terme dominant, 2x au cube, facteur de 1 moins 3x au carré sur 2x au cube, plus 8 sur 2x au cube. Je simplifie. 3x au carré sur 2x au cube, ça fait 3 sur 2x, et 8 sur 2x au cube ne simplifie pas. Donc, j'en déduis ensuite la limite. Limite de 1, moins 0 plus 0, puisque ce terme-là tend vers 0 et celui-ci aussi, ça me donne 1. Que ce soit x qui tend vers plus l'infini ou x qui tend vers moins l'infini. Ensuite, 2x au cube, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Et 2x au cube, quand x tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini, puisque cube est une puissance impaire. J'en déduis que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et je peux donc compléter mon tableau de variation après avoir calculé les images de 0 et de 1 qui n'ont pas posé de difficulté. Donc voici le tableau de variation complet de la fonction f. À présent, je dois chercher une solution de l'équation f de x égale 0. Donc, je remets le tableau de variation qu'on a obtenu précédemment afin de pouvoir faire mon raisonnement. Alors, sur l'intervalle moins l'infini, 0. Quand x est entre moins l'infini et 0, on voit d'après le tableau de variation, et de toute façon on l'a prouvé, que la fonction était continue et strictement croissante. De plus, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et que la limite et f de 0 vaut 8. Donc le nombre 0, il est là, entre moins l'infini et 8. Ce que j'écris ici. Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction monotone, il existe un unique alpha appartenant à l'ensemble de départ, c'est-à-dire moins l'infini 0, tel que f de alpha est égal à 0. Ensuite, dans la suite, la fonction n'est pas monotone, ici, entre 0 et plus l'infini. En revanche, je remarque qu'elle décroît jusqu'à 7, puis qu'elle croît jusqu'à plus l'infini. Donc son minimum sur cet intervalle 0 plus l'infini est 7. Et 7 est strictement positif. Donc ici, on voit que la fonction ne peut pas s'annuler.
C'est ce que j'écris ici de façon plus rigoureuse. De plus, d'après le tableau de variation, f de x est supérieur ou égal à 7 pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle n'en admet pas d'autre sur R tout entier. Voilà, j'ai prouvé que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur R, et même plus précisément sur moins l'infini 0. À présent, nous voulons localiser la solution à l'aide de la calculatrice et d'un tableau de valeurs. Alors, on a déjà trouvé que la solution elle était entre moins 2 et 0. Donc je commence par faire une table de valeurs. Je configure, je rentre la fonction dans la calculatrice et je configure en disant que le début c'est moins 2 et le pas c'est 1. Donc je vais faire de 1 en 1. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. J'observe, je retrouve qu'en moins 2, f de moins 2 égale moins 20 et f de moins 1 égale 3. Conclusion, la solution est entre moins 2 et moins 1. Donc ça, c'est ce que j'obtiens sur ma calculatrice. Donc ce n'est pas ce que j'écris sur ma copie. Quand je rédige, j'écris simplement que 0 est compris entre f de moins 2 et f de moins 1. Donc alpha est compris entre moins 2 et moins 1. D'accord, on fait attention. Hein. C'est 0 qu'il faut observer. Donc 0, il est bien entre les valeurs négatives et positives. Donc si 0 il est entre moins 20 et 3, ça veut dire que alpha, il est entre les deux valeurs de x correspondantes, c'est-à-dire moins 2 et moins 1. Maintenant que je sais que c'est entre moins 2 et moins 1, je veux plus de précision puisqu'on me demande une valeur approchée à 0,01 près. Par conséquent, je vais garder ma même fonction, mais changer le pas de la table. Donc, le début, c'est toujours moins 2 et le pas, 0,1. J'affiche et du coup, j'ai les valeurs en moins 2, en moins 1,9, en moins 1,8 et ainsi de suite. J'observe que ici, j'ai des valeurs négatives, 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 jusqu'en moins 1,3, où c'est négatif, et en moins 1,2, c'est positif. Ça veut dire que alpha, il est entre moins 1,3 et moins 1,2. Donc je rédige ainsi, 0 est compris entre f de moins 1,3 et f de moins 1,2. Donc alpha est compris entre moins 1,3 et moins 1,2. Je n'ai pas terminé, j'ai dit que je voulais une valeur à 0,01 près. Donc, j'ai remarqué que c'était entre moins 1,3 et moins 1,2. Donc, je rechange ma table. Début de la table, moins 1,3, point, pas 0,01. Je calcule les différentes valeurs. Je remarque que tant que je suis là, c'est négatif. En moins 1,22, c'est négatif. En moins 1,21, c'est positif. Donc, j'écris 0 est compris entre moins 1, f de moins 1,22 et f de moins 1,21. Donc alpha est compris entre moins 1,22 et moins 1,21. Alors là, j'ai un encadrement de alpha à 0,01 près. Moi, je veux une valeur approchée. Donc pour mettre une valeur approchée, il faut que je sache ce que je vais mettre derrière, enfin ce qu'il y a derrière le 2 pour savoir si j'arrondis à 22 ou à 21. Ou à 23. Non, à 21 ou 22, pardon. Donc, il faut que j'ai un encadrement, encore un seuil en dessous. Donc, je reconfigure. Je commence en moins 1,22, puisque c'est en moins 1,22 que j'ai la dernière valeur négative. Je demande un pas de 0,001. Et j'observe, valeur négative, négative, négative. Donc, je profite de la situation pour vous rappeler que quand je vois ceci, ça veut dire que c'est le nombre 0,000 et 2. C'est-à-dire que le 2 est en quatrième position. Ça, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 4. Bref, c'est une valeur petite, mais positive. Donc, 0 étant entre moins 0,059 et 2 fois 10 moins 4, alpha est compris entre moins 1,215 et moins 1,214. Donc ça veut dire que derrière le 1, j'ai un 5, j'ai entre 4 et 5. Ça veut dire que pour mon arrondi, je vais arrondir à moins 1,21. Alpha est donc égal à moins 1,21 à 0,01 près. Voilà comment trouver une valeur approchée de la solution.
Donc la méthode du théorème des valeurs intermédiaires ne nous permet pas d'avoir la solution exacte. Néanmoins, elle nous permet d'avoir une valeur approchée, ce qui est déjà une bonne chose. Donc c'est un bon moyen de résoudre une équation quand c'est une équation qu'on ne sait pas résoudre de manière algébrique. À présent, on nous demande d'étudier le signe de f de x sur r. Donc je rappelle le tableau de variation que nous avions obtenu. Nous avons trouvé tout à l'heure qu'ici, en alpha compris entre moins l'infini et 0, et même plus exactement à peu près en moins 1,21, on avait f de x qui était égal à 0. Donc je remarque qu'avant, elle est croissante et qu'elle part de moins l'infini. Donc de moins l'infini à 0, elle va être négative. Ensuite, de 0 à 8, f de x va être positif. Enfin, pour x, pardon. Entre alpha et 0, f de x est entre 0 et 8, donc positif. Et ensuite, pour x entre 0 et plus l'infini, f de x va être toujours supérieur à 7, donc positif. Par conséquent, pour trouver le signe de f de x, j'ai de moins l'infini à alpha, on a dit cette zone-là, f de x est négatif, donc je mets un moins. De alpha à plus l'infini, cette zone-ci, f de x est positif. Donc voilà comment on peut étudier le signe d'une fonction à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Alors certes, on n'aura pas une valeur exacte de la solution de l'équation f de x égale 0, mais on aura une valeur approchée. Et quand on ne sait pas comment résoudre algébriquement une équation, le théorème des valeurs intermédiaires peut être un très bon outil.